l'homme de Néandertal a peuplé la planète bien plus longtemps que l'homme moderne. Les Néandertaliens étaient de formidables battants. Ils vivaient dans un environnement sans pitié. Ils ont vraiment dominé l'Europe de la période glaciaire. Chasseurs intrépides, pourvus d'une force exceptionnelle, tailleurs d'outils étonnamment performants. C'est peut-être l'une des techniques les plus efficaces de l'âge de la pierre. Et puis brusquement, ils ont disparu. C'est l'un des plus grands mystères de nos origines. Ont-ils été victimes de l'homme moderne? C'est un cas avéré de meurtre d'un néandertalien. Les scientifiques cherchent des réponses. C'est un crâne de sapiens avec des traits néandertaliens. Ils trouvent des indices dans des lieux insoupçonnés. D'une région volcanique du sud de l'Italie Le sol se soulève. à la banquise du Groenland, bien loin des foyers de peuplement de Néandertal. Il y a un amas ici, dans ces couches fines. Un faisceau d'indices fait émerger une nouvelle théorie. Ce n'est pas l'homme moderne qui a causé la perte des Néandertaliens. Voilà la cendre en question. Un cataclysme aurait scellé le sort de cette espèce qui nous ressemblait tant. Et ce qui leur est arrivé pourrait également nous arriver. Nous sommes à Gibraltar, à l'extrémité de la péninsule ibérique. Un vaste complexe de grottes émaille le rivage de la Méditerranée. Aujourd'hui, elles sont envahies par la mer. Mais il y a 24 000 ans, à l'approche du maximum de la dernière glaciation, le niveau de la mer se trouvait 130 mètres plus bas. De vastes plaines s'étendaient au pied du rocher de Gibraltar. C'était le territoire des derniers Néandertaliens. De nombreux sites ont livré des fossiles d'hommes de Néandertal ou des traces d'occupation néandertalienne. Mais à Gibraltar, la densité de sites au kilomètre carré est absolument inégalée. Gibraltar était leur bastion. Le peuplement y a été continu. Ils appréciaient ces lieux. Les conditions de vie étaient favorables. C'est pour cette raison qu'ils y sont restés plus longtemps que nulle part ailleurs. Dans cette enclave plantée de pinèdes, ils chassent le gibier. Sur le rivage, ils pêchent et vivent comme ils le font depuis des générations. Ils ignorent qu'ils sont les derniers représentants d'une espèce en voie de disparition. Quand les groupes voisins installés plus au nord ont disparu, ils n'ont pas compris qu'ils étaient au bord de l'extinction. Ils n'avaient aucun moyen de le savoir. Autrefois, leur espèce peuplait toute l'Europe et une partie de l'Asie. Désormais, leur population est réduite à quelques clans réfugiés ici, dans le sud de la péninsule ibérique. Mais comment et pourquoi l'homme de Néandertal a-t-il disparu ? Les grottes de Gibraltar contiennent peut-être des indices à ce sujet. Clive et Geraldine Finlayson sont paléontologues. Ils étudient ce site depuis plusieurs années et dirigent ici une vaste campagne de fouilles. Toutes ces grottes étaient habitées par des Néandertaliens. Elles formaient une sorte de ville. Ils ont longtemps peuplé cette zone. La mer a effacé beaucoup de traces, mais nous avons encore largement de quoi fouiller. Plusieurs équipes d'archéologues mènent activement les recherches dans ces grottes. Tout dans cette grotte indique la présence de Néandertaliens. Les ossements, outils et objets dégagés sont caractéristiques. Leur forme et leur technique de façonnage sont très probablement néandertaliennes. Cet objet est un nucléus, une pierre taillée pour obtenir des éclats. Cette technique peut être associée aux Néandertaliens.
Chaque trouvaille permet de mieux connaître l'homme de Néandertal. Nous avons ici les restes d'un foyer néandertalien. La datation au carbone 14 indique qu'il remonte environ à 47 000 ans. On voit la concentration de charbon, surtout ici, au cœur du foyer. Pour nous, c'est une formidable source d'informations. Nous pouvons la dater, mais aussi analyser le charbon pour identifier les plantes qui poussaient ici. Il y a 47 000 ans, c'est un endroit qu'ils appréciaient, peut-être à cause de la douceur du climat et parce qu'ils étaient bien abrités. Des hommes de Néandertal se sont tenus ici même. Nous avons trouvé des restes de cervidés et d'autres animaux. Il y avait là un grand feu. Des générations de Néandertaliens se sont rassemblées autour de ce foyer pour y préparer le produit de leur chasse. Nous sommes loin des hommes singes dépeints par les scientifiques quand l'espèce a été découverte en Allemagne en 1856. D'autres découvertes révèlent une riche culture aux multiples facettes, un aspect de Néandertal longtemps resté méconnu. Voici un os très intéressant. C'est celui d'un charognard qui se nourrit presque exclusivement d'os. Il présente des entailles qui montrent qu'il a été travaillé. Mais notre théorie, c'est qu'il ne chassait pas ces grands oiseaux pour les manger. Ce sont des animaux qui ont de grandes plumes aux couleurs profondes. Et nous pensons qu'il les portait. Des résidus de pigments et des coquillages renforcent cette hypothèse. Les Néandertaliens ornaient probablement leur corps de peinture et de parures. C'est une dimension complètement nouvelle que nous n'avions pas imaginée avant de faire ces découvertes. Pour moi, cela signifie qu'ils étaient capables de se représenter le monde de façon symbolique et abstraite. Ils communiquaient grâce à des signes et des ornements corporels. Les profondeurs de la grotte cachent un vestige plus étonnant encore. La galerie bifurque vers une salle fouillée récemment. Nous arrivons dans un lieu que les Néandertaliens devaient particulièrement apprécier. Nous avons trouvé quelque chose qui était encore inimaginable il y a quelques années. La première gravure rupestre néandertalienne jamais découverte. Ce quadrillage a pu être daté au carbone 14. Il remonte au moins à 39 000 ans. Selon les paléontologues, il s'agirait d'une marque tribale. Un symbole gravé ici pour faire valoir les droits d'un clan sur la grotte. Ce motif non figuratif prouve que les Néandertaliens étaient capables de pensée abstraite. Il remet en question l'idée d'infériorité intellectuelle de cette espèce. Ils ne parlaient sans doute pas la même langue que nous. Ils n'avaient pas la même conception de la beauté. Mais ils étaient capables d'abstraction et ils avaient certainement des capacités cognitives comparables à celles de l'homme moderne. Un nouveau portrait de Néandertal se dessine. Celui d'une espèce plus proche de nous qu'on ne l'avait imaginé. Alors pourquoi et comment ont-ils disparu de la surface de la Terre? Qui étaient les Néandertaliens? Leur histoire commence il y a 600 000 ans en Afrique, avec une espèce qui pourrait être l'ancêtre commun de Néandertal et de l'homme moderne, Homo heidelbergensis. Il serait le premier hominidé à avoir utilisé le feu et fabriqué des épieux à pointe en pierre taillée. Il représente une avancée dans l'évolution. Son cerveau est plus gros, son adaptation va dans le sens de l'humanité. Mais il ne possède aucune des spécialisations des Néandertaliens, ni des hommes modernes. Il n'est pas comme nous, ni comme l'homme de Néandertal. Mais il est possible qu'il soit notre ancêtre commun. À la recherche d'un gibier plus abondant, certains quittent l'Afrique et se répandent en Asie.
D'autres s'établissent en Europe, jusqu'à l'actuelle région d'Heidelberg en Allemagne. C'est là qu'on a découvert les premiers restes de cette espèce. Quand ils ont quitté l'Afrique pour l'Asie centrale et l'Europe, ils se sont retrouvés confrontés à un climat plus rude. Une variation cyclique dans l'axe de rotation de la Terre a provoqué un bouleversement climatique. Les calottes polaires recouvrent l'Amérique du Nord et l'Europe septentrionale. Dans certaines régions de l'hémisphère nord, la température chute de 20 degrés. C'est dans ce contexte glaciaire qu'il y a 300 à 400 000 ans, une nouvelle espèce d'hominidés apparaît en Europe. Homo neanderthalensis, l'homme de Néandertal. Ils ont évolué dans un environnement difficile pendant plus de 300 000 ans. Le teint de Néandertal s'est éclairci. Dans ces régions à faible ensoleillement, la peau claire synthétise mieux la vitamine D nécessaire à l'organisme. Ses cheveux, raides et épais, le protègent mieux du froid. Sa musculature puissante est un atout dans les terrains accidentés. Il était fort et extrêmement résistant. C'était une espèce extraordinaire. Bien adaptés physiquement, les Néandertaliens trouvent la sécurité dans le groupe. Ils vivent en clans très unis et se protègent mutuellement. Ils ont vécu dans un environnement difficile pendant des centaines de milliers d'années. Leur durée de vie était courte. Et donc, les enfants étaient confiés au groupe parce qu'il était toujours possible que les parents disparaissent prématurément. C'est ainsi que les Néandertaliens ont prospéré dans cet environnement glaciaire. Leur population se compte probablement en dizaines de milliers d'individus. Ils se dispersent dans toute l'Europe, au Moyen-Orient, en Asie centrale et jusqu'en Sibérie. Ils étaient mobiles. Ils savaient tirer parti de leur environnement pour se procurer ce dont ils avaient besoin. Ils collectaient des matières premières pour leurs outils et les transportaient sur des dizaines, peut-être même des centaines de kilomètres. Ils se déplaçaient pour trouver leur nourriture. Dans ce monde glacial, la végétation est rare. Leur survie dépend de la chasse. Ils suivent les troupeaux de bisons et traquent des proies plus fuyantes comme le cerf. Il leur était sans doute difficile de se procurer des aliments d'origine végétale, comme des racines, des tubercules et des fruits. Ils se nourrissaient principalement de la viande des animaux qu'ils chassaient. Leur principal outil de chasse est l'épieu. Une arme puissante, mais surtout efficace à bout portant. Elle fait de la chasse un jeu très dangereux. Cela implique de savoir jauger la situation et d'évaluer le niveau de risque acceptable. Un troupeau de bisons traverse la vallée. Les bêtes n'ont pas décelé la présence des chasseurs. L'équipe bien coordonnée se rapproche et s'élance pour la mise à mort. Cette technique de chasse consiste à sauter sur un bison avec un épieu. On peut vraiment la qualifier de téméraire. Chaque partie de chasse est une question de vie ou de mort, mais le risque en vaut la peine. Les Néandertaliens savaient certainement exploiter au maximum le fruit de leur chasse. Ils s'en servaient dans leur environnement et utilisaient toutes les parties de l'animal. Au campement, les chasseurs dépècent leur proie à l'aide de lames en silex, tranchantes comme des rasoirs. Ils cuisent la viande pour rendre plus digestes les morceaux les plus coriaces.
Il gratte et racle les peaux pour assouplir le cuir et l'attendrir. Une fois les peaux préparées, ils s'en faisaient des vêtements. Ils se servaient de pierres pour fabriquer des outils rapidement. Ils maîtrisaient leur environnement. Les Néandertaliens sont maîtres de leur monde. Mais leur suprématie va être menacée par une autre espèce, notre ancêtre direct, l'homme moderne. Nous sommes dans l'Europe de la dernière période glaciaire, il y a 40 000 ans. L'homme de Néandertal est maître des lieux depuis 300 000 ans. Il est parfaitement adapté à son environnement. Mais une espèce concurrente vient d'arriver sur son territoire. Homo sapiens, l'homme moderne. C'est un lointain cousin de Néandertal avec lequel il partage un ancêtre commun. Homo sapiens apparaît il y a 200 000 ans dans la savane africaine. Il y a 80 à 60 000 ans, des groupes d'hommes modernes partent vers le nord à la recherche de meilleurs territoires de chasse. Ils se répandent au Moyen-Orient et en Asie. Quelques-uns bifurquent vers l'ouest et arrivent en Europe, le territoire de Néandertal. Ils ont des lances, une arme faite pour tuer à distance, et leur apparence est bien différente de celle des Néandertaliens. En Afrique, les étendues d'eau se sont raréfiées. La sélection naturelle a donc privilégié la capacité à se déplacer rapidement sur de longues distances. Et l'homme est devenu un spécialiste de la course d'endurance. Il a mis au point un outillage facile à transporter. Les nouveaux venus sont des chasseurs. Ils convoitent les territoires des Néandertaliens. Au cours de l'histoire, chaque fois que des populations humaines sont entrées en contact, il y a eu des conflits. Ces gens viennent pour essayer de voler notre terre, nous devons les combattre. Cette situation se reproduit partout où arrive l'homme moderne. On peut donc imaginer que Néandertal et Sapiens se sont comportés de la même façon. Pendant plus d'un siècle, les scientifiques ont considéré ce moment comme le début de la fin de Néandertal. « 10 000 ans après l'arrivée de l'homme moderne, Néandertal a pratiquement disparu. Pour de nombreux spécialistes, il ne s'agit pas d'une coïncidence. Selon cette théorie, l'extinction des Néandertaliens est due à l'invasion des hommes modernes. Des trouvailles archéologiques semblent corroborer cette théorie. On a mis au jour la preuve d'un meurtre. Cette côte de Néandertaliens se trouvait dans une grotte en Irak. Elle est datée de 40 à 50 000 ans et porte la marque d'une blessure mortelle. Il s'agit d'un cas avéré de meurtre d'un Néandertalien. Mais qui est le meurtrier? Il n'y a que deux réponses possibles. Un autre Néandertal ou un envahisseur sapiens. Nous sommes à Mettmann, en Allemagne, au musée de Néandertal. John Hawkes est paléoanthropologue. Il est venu examiner ce fragment de squelette. La côte présente une large entaille qui a clairement été provoquée par une pointe de pierre ou une lame tranchante. La côte voisine, la 8e, n'a pratiquement pas été touchée. On peut en conclure que la pointe était très petite. Il s'agirait d'une lame coupante de haute précision. Une arme qui n'a rien à voir avec le puissant épieu néandertalien. Une petite pointe a perforé la cage thoracique. La lame est entrée avec un angle de 45 degrés, de haut en bas. Le coup semble avoir été porté par une arme de jet. Il s'agissait donc d'un projectile façonné par un homme moderne.
c'est la preuve qu'il y a eu des conflits entre les deux espèces. Et lors de ce duel, Néandertal a perdu. Mais ces confrontations n'étaient pas toujours inégales. Des reconstitutions de Néandertaliens montrent qu'ils étaient plutôt petits et trapus, avec des membres courts et un thorax volumineux et évasé. Selon des études récentes, l'homme de Néandertal était sans doute un redoutable adversaire. Les attaches des muscles sur les os témoignent d'une force extraordinaire. Cette impressionnante musculature lui permettait de faire face à toute menace, surtout au corps à corps. L'homme de Néandertal était capable d'affronter un bison de 2 tonnes. En comparaison, Sapiens devait faire figure de poids-plume. L'homme de Néandertal mesurait en moyenne 10 à 12 cm de moins qu'Homo sapiens. Mais avec sa masse musculaire, il devait faire le même poids. Les pectoraux de Néandertal étaient très développés. On estime que son torse pouvait produire une force supérieure de 80% à celle d'Homo sapiens. Dans un bras de fer, un Néandertal aurait battu tout le monde, y compris Arnold Schwarzenegger. Il n'aurait eu aucune chance. Cette masse musculaire implique des niveaux élevés d'androgènes, des hormones stéroïdiennes responsables des caractères masculins. Le corps des Néandertaliens était plus riche en androgènes. Cette caractéristique favorisait une imposante musculature et une forte densité des os. Les androgènes, comme les stéroïdes, ont un effet secondaire bien connu. Ils étaient peut-être un peu plus agressifs et par conséquent peut-être un peu plus dangereux que l'homme moderne. Pour les Homo sapiens, il était sans doute risqué de s'aventurer en territoire néandertalien. Nous n'avons peut-être pas gagné autant de batailles que nous aimerions le croire. Les Néandertaliens étaient chez eux, ils savaient se battre. Ils avaient peut-être souvent le dessus. La force de Néandertal lui a sans doute souvent donné l'avantage. Mais sa survie était aussi liée à son adaptation au climat de la période glaciaire. Qui était le mieux bâti pour résister à un froid extrême? Le Néandertalien musclé et trapu ou l'homme moderne grand et mince? Venez, on va vous équiper. Pour le savoir, nous avons soumis 2 volontaires à une expérience révélatrice. Ce centre de cryothérapie se sert du froid extrême pour améliorer la récupération des athlètes. Jason et Matt ont des morphologies très différentes. Nous allons les exposer à une température de moins 110 degrés pour étudier la façon dont leur corps réagit au froid. Le plus grand des 2 sujets représente l'homme moderne. L'autre est trapu et musclé comme Néandertal. Pour affronter le froid extrême, les 2 hommes protègent leurs mains, leurs visages, leurs oreilles et leur tête. Nous allons utiliser l'imagerie thermique pour voir ce qui se passe avant et après le traitement. On commence par mesurer la température de leur peau. 35,5 et 35 degrés, c'est très proche. Allez, c'est parti. Ils vont rester 30 secondes dans l'antichambre. Cette étape permet d'acclimater le corps et de le préparer à une température beaucoup plus froide. Vous pouvez entrer dans la salle principale. Cette pièce est à moins 110 degrés. C'est 16 degrés de moins que la température la plus basse jamais enregistrée sur Terre. Nos sujets vont devoir supporter 3 longues minutes de froid intense.
Si leur séjour devait se prolonger, ils risqueraient l'hypothermie, l'état de choc et la mort. 2 minutes. Les techniciens du laboratoire surveillent de près les deux sujets. Il reste 1 minute. « 30 secondes. C'est terminé, sortez de la pièce. Nous allons tout de suite prendre la température de leur peau. Venez par là. 13 degrés 3, 10 degrés 5. La peau du sujet le plus musclé est restée plus chaude. On voit ici que la température interne de Jason, sa température musculaire, est supérieure de plusieurs degrés à celle de Matt. L'imagerie thermique fait apparaître les avantages d'une corpulence très ramassée. Les zones les plus chaudes sont en rouge, les plus froides en bleu. Et ce n'est pas tout. C'est intéressant. À la minute où ils sortent, ils commencent à se réchauffer. Et Jason se réchauffe assez rapidement. Le corps plus musclé semble récupérer plus vite. Mais pourquoi? La zone du squelette où se trouve le muscle est plus vascularisée. Le sang afflue plus vite dans ces parties du corps. Les Néandertaliens possédaient une force physique et une endurance supérieures. Mais quel était l'avantage des hommes modernes? Probablement leurs capacités intellectuelles. Néandertal était parfaitement adapté au climat de la période glaciaire. Mais pour ce qui est de l'intelligence, il a longtemps été l'objet de préjugés. Une grosse brute qui assomme sa femme avec un gourdin et la traîne dans une caverne. Voilà l'image que l'on a de Néandertal. Cette réputation remonte à la découverte de cette espèce. Les Néandertaliens ont été découverts en 1856. À cette époque, les Européens se représentaient le passé de l'humanité comme quelque chose de très primitif. L'homme de Néandertal collait parfaitement à cette image. Ce qui frappe alors les hommes de science, c'est son bourrelet susorbitaire. La marque d'une espèce pas tout à fait humaine et moins intelligente. Mais quelles sont les différences entre le cerveau de Néandertal et le nôtre? C'est ce type de comparaison qui a déclenché l'intérêt de John Hawkes pour les Néandertaliens. Je travaille sur l'homme de Néandertal depuis 20 ans. Ce qui m'attire chez lui, c'est qu'il est très proche de l'homme moderne. Et pourtant, il y a un fossé entre nous. Quand on l'étudie, c'est un peu comme si on se regardait nous-mêmes dans une sorte de miroir déformant. John Hawkes examine des crânes de Néandertaliens mis au jour en France. L'imagerie 3D permet d'étudier la paroi intérieure du crâne et d'en tirer des informations sur le cerveau des Néandertaliens. Il présente un bourrelet susorbitaire très prononcé. Il est possible que cela ait eu un impact sur la partie du cerveau qui se trouvait juste derrière. Oui, là c'est parfait. Le scanner laser reproduit chaque détail, à l'extérieur et à l'intérieur de la boîte crânienne. Quand on fait tourner l'os frontal pour regarder à l'intérieur, on peut voir l'empreinte des lobes frontaux sur la boîte crânienne. L'empreinte permet de calculer la taille des lobes frontaux, une partie du cerveau qui intervient dans les processus cognitifs. Cette empreinte est globalement identique à la nôtre. Les lobes frontaux abritent le cortex préfrontal, une zone associée au raisonnement déductif, à la résolution de problèmes et à la créativité.
une configuration très proche de la nôtre. Les parties du cerveau responsables de l'aptitude au langage, de la pensée et de la réflexion semblent avoir la même dimension et les mêmes proportions chez Néandertal et chez Sapiens. Mais une zone du cerveau de Néandertal présente des différences avec la nôtre. La cavité qui se trouve au niveau de l'occiput est un peu plus grande. Cela peut impliquer une différence dans les fonctions de cette partie du cerveau. Le lobe occipital est le centre visuel du cerveau. Il intervient dans la reconnaissance des formes et des couleurs, la perception de l'espace et l'orientation. Pour des chasseurs, ce sont des fonctions cruciales. Elles permettent d'identifier la cible et d'ajuster la frappe. Néandertal devait posséder une vision très performante. C'est une différence fonctionnelle possible entre Néandertal et nous. Mais l'intelligence de Néandertal se mesure avant tout à sa capacité de s'adapter aux défis posés par son environnement, à innover au même rythme que son rival Sapiens. Pour l'évaluer, nous disposons des outils qu'ils ont façonnés. Pour un œil non exercé, les couteaux de Néandertal paraissent grossiers, voire primitifs, surtout si on les compare aux lames de précision et aux pointes de lance taillées par les hommes modernes. Les Néandertaliens fabriquaient des couteaux en quelques minutes, tout au plus. Ils ne tentent pas de produire des chefs-d'œuvre de sophistication. Ce qui les intéresse, c'est l'efficacité de l'objet. Les outils d'Homo sapiens paraissent beaucoup plus élégants. Une pièce comme celle-ci demande plusieurs heures de travail, parfois une journée entière. Mais un couteau façonné rapidement n'est pas nécessairement moins efficace. Les pointes de lance fabriquées par Néandertal n'étaient pas le résultat du hasard. Il était capable de créer des éclats en pierre taillée aux arêtes très aiguisées et extrêmement résistantes. Metinneren utilise l'approche expérimentale pour mieux comprendre les techniques de façonnage des Néandertaliens. À première vue, ces éclats n'ont pas l'air très élaborés. Mais il m'a fallu 1 an et demi pour apprendre à reproduire à l'identique les gestes techniques de Néandertal. Si cette technique est si difficile à maîtriser, c'est parce qu'il faut avoir une idée précise de la forme qu'on veut tirer de la pierre. Les tailleurs de pierre néandertaliens repéraient les petites fissures dans la pierre. Ils visualisaient la lame dans chaque nucléus et frappaient de façon à l'en extraire. Ils programmaient l'objet à créer. Un Néandertalien pouvait fabriquer facilement 50, 60, voire 70 éclats à partir d'un seul nucléus de silex. On peut dire qu'il s'agissait quasiment d'une production à l'échelle industrielle. La comparaison avec un couteau actuel montre la grande efficacité des lames néandertaliennes. Le couteau en métal requiert un effort soutenu. La lame en pierre de Néandertal coupe très facilement. Les couteaux de Néandertal étaient aussi tranchants que les nôtres. Ils témoignent d'une technique très perfectionnée. Et d'une capacité à exploiter les matériaux à disposition. Ces lames en pierre font voler en éclats des préjugés bien établis. Pour ce qui est de l'outillage, Néandertal faisait jeu égal avec Homo sapiens. Son inventivité pouvait même surpasser celle de notre espèce. Cet objet en apparence insignifiant a été mis au jour en 1963 dans une mine allemande. C'est un fragment de l'histoire des techniques. Il a 50 000 ans et porte encore la marque de son propriétaire d'origine. C'est un objet très petit, noir, anodin, mais c'est une merveille.
Ce qu'on voit là, c'est la marque laissée par Dubois. De l'autre côté, il y a une autre empreinte, celle d'une pointe en pierre. Et en dessous, on a l'empreinte d'un doigt de néandertalien. Le caractère exceptionnel de cet objet vient surtout de la matière qui le compose. L'analyse chimique a révélé qu'elle n'existait pas à l'état naturel. On serait donc en présence de la plus ancienne matière artificielle au monde. C'est un adhésif extrait de l'écorce de bouleau, le brai de bouleau, une sorte de colle forte préhistorique. Les Néandertaliens utilisaient ce goudron pour fixer les lames en pierre sur des manches en bois. Cette technique faisait de leurs épieux des armes robustes et meurtrières. Mais le plus impressionnant, c'est le procédé mis en œuvre pour cette colle. Il a fallu l'équipement sophistiqué d'un laboratoire pour le reconstituer. Pour inventer cette recette, puis la mettre au point, on a dû procéder par tâtonnement. Et on a eu du mal à la reproduire. Pour obtenir ce mastic, il faut chauffer l'écorce à une température précise, comprise entre 340 et 400 degrés. Mais à l'air libre, l'écorce prend feu avant d'atteindre cette température. Alors comment les Néandertaliens procédaient-ils? Christian Wunderlich va tenter de confectionner du brai avec le matériel disponible à l'époque de Néandertal. Il faut d'abord placer l'écorce de bouleau dans un récipient comme cet œuf d'oie. On enterre ensuite un réceptacle doté d'une ouverture plus large. Il va recueillir le brai. On pose dessus le contenant de l'écorce. On scelle enfin les deux récipients avec une couche de boue. Elle va empêcher l'oxygène de pénétrer à l'intérieur et de provoquer la combustion de l'écorce. Ce brai de bouleau qu'ils utilisaient pour coller leurs outils est très complexe à réaliser. Il demande de la précision à chaque étape. Pourtant, ils l'ont manifestement maîtrisé pendant très longtemps. Des charbons incandescents chauffent l'écorce de bouleau. Lorsque la température approche de 400 degrés, le brai huileux commence à suinter. Environ 30% de l'écorce de bouleau se transforme en goudron. Le processus dure 20 à 30 minutes. Mais le procédé est vieux de 200 000 ans. Il témoigne des capacités intellectuelles de Néandertal. C'est la preuve qu'à l'instar de l'homme moderne, il était capable d'innover et d'inventer. Il savait voir le potentiel de son environnement et le modeler à son profit. La technique, c'est la capacité de reproduire des gestes prédéterminés pour créer un objet utile à la vie. Et les Néandertaliens possédaient cette capacité. Ils maîtrisaient des savoir-faire transmis de génération en génération, bien avant l'arrivée de l'homme moderne. Nous commençons tout juste à lever un coin du voile sur la complexité des techniques néandertaliennes. Ces techniques cachaient peut-être une faille fatale. On sait aujourd'hui que les Néandertaliens possédaient une plus grande force physique que les Homo sapiens. Ils étaient également intelligents et novateurs. Pourquoi ont-ils disparu alors que l'homme moderne a survécu? Leurs techniques de chasse peuvent-elles l'expliquer? Les Néandertaliens attaquaient leurs proies à l'aide d'épieux, des armes d'estoc, de contact. Les hommes modernes poursuivaient le gibier armé de lances. Les Néandertaliens ont-ils été supplantés par de meilleurs chasseurs, munis d'armes de jet?
Nous sommes à Petaluma, en Californie. Mike Lodes est expert en armes. Avec Scott Thomas, ils vont comparer les performances des épieux néandertaliens et des lances d'hommes modernes. Leur cible, une carcasse de porc. Ça va à la hauteur? C'est bon pour moi. Première en lice, la lance d'Homo sapiens. Nous ne sommes pas aux Jeux Olympiques. Il ne s'agit pas de lancer à des centaines de mètres. Nous sommes à la chasse et nous chassons en groupe. Mes amis se trouvent de l'autre côté de cet animal. L'idéal, c'est une frappe puissante et précise. Pour la produire, je dirais qu'il faut se trouver à une distance de 6 à 8 mètres. On peut même être plus près, comme ici. C'est une distance raisonnable pour la chasse. Comme Néandertal, l'homme moderne a sans doute besoin de s'approcher de sa proie. Mais quel est le degré d'efficacité de sa lance? Première chose, la pointe de pierre s'est brisée lors de l'impact. Mais peu importe finalement, car ce qui compte, ce sont les dommages causés à l'animal. Et si on regarde de l'autre côté, on voit qu'elle a transpercé la carcasse. Mike Lodes va maintenant tester la force de destruction d'un épieu. Les Néandertaliens chassaient de préférence du gros gibier, de grands animaux agressifs, comme les mammouths et les bisons. Ce sont des bêtes qui chargent. Dans ce genre de situation, je n'ai pas envie de jeter mon arme. Mike Lodes va frapper sa cible de toutes ses forces, à la façon de Néandertal. C'est assez convaincant. Il a transpercé les épaules. Il a pénétré plus profondément que l'arme de jet. Il est clair que la lance est plus rapide que l'épieu. Mais ce dernier bénéficie de la force physique. Et même avec ma faible musculature d'homme moderne, j'ai réussi à passer à travers. L'épieu semble donc plus meurtrier. Pour s'en assurer, Mike Lodes veut procéder à une deuxième batterie de tests. Cette fois, avec des instruments de mesure précis. Nous sommes au laboratoire balistique de l'Université de Californie à Berkeley. Mike Lodes va utiliser ces installations pour évaluer les performances des armes préhistoriques. Ce canon à air va reproduire la force d'un coup d'épieu néandertalien. On pourra ainsi la comparer à la puissance d'une arme lancée par l'homme moderne. La conception des deux armes est différente. Le manche de la lance est plus fin pour limiter les frottements dans l'air. Le gel balistique va permettre de comparer l'efficacité réelle de chacune des armes. On teste d'abord la lance de l'homme moderne. Homo sapiens devait lui aussi s'approcher de sa proie pour viser avec précision. Après ses premiers tests, Mike Lodes estime maintenant la distance idéale à 3 ou 4 mètres. Quelle est la puissance de la lance à cette distance? Feu dans 3, 2, 1. L'impact provoque une onde de choc dans la gélatine. Mais seule la pointe en pierre de la lance a entamé le bloc. Pas mal. On a réduit la force du jet d'un tiers par rapport à la frappe de Néandertal. C'est la puissance développée par les premiers hommes modernes. C'est assez impressionnant. En vol, la lance perd de l'énergie cinétique. Mike Lodes estime qu'elle frappe avec une puissance inférieure de 30% à celle de l'épieu. Il faut maintenant tester la puissance de cet épieu néandertalien. Ah ouais. C'est impressionnant. L'entaille est propre. Et très profonde. L'épieu a entamé le matériau. Tout à fait.
Cette frappe devait faire beaucoup de dégâts et entraîner une hémorragie. Et le choc en lui-même, c'est colossal. C'est un choc capable de provoquer un arrêt cardiaque. Ces tests montrent que l'épieu tient tête à la lance. Mieux, c'est une arme plus puissante. En cas de confrontation avec l'homme moderne, elle constituait davantage un atout qu'une faiblesse. Un corps taillé pour le froid, une technique perfectionnée au cours de 300 000 ans d'existence. Néandertal avait clairement l'avantage dans l'Europe de l'ère glaciaire. L'homme moderne est arrivé, mais les Néandertaliens ont subsisté pendant des millénaires après l'irruption de ces rivaux venus d'Afrique. Il a fallu du temps à Homo sapiens pour s'imposer dans les habitats où les Néandertaliens étaient toujours bien présents. Ils avaient acquis la maîtrise de cet environnement. Il y a encore des gens qui considèrent Néandertal comme inférieur et qui prétendent que nous avons éliminé définitivement tout ce qui se trouvait en travers de notre chemin. C'est absurde. Aujourd'hui, les paléontologues s'accordent sur un point. L'homme moderne n'a pas éliminé Néandertal. Alors, que lui a-t-il manqué pour survivre? Longtemps, les spécialistes ont pensé que Néandertal manquait de compétences sociales.